À la une de ce journal, nous allons débuter par le conflit Teke-Yaka. Au terme de son séjour à Kwamouth, Adolphe Mouzito est revenu sur ses propositions de sortie de crise lors d'une conférence de presse. L'ancien Premier ministre a proposé la titrisation des terres. Et en dehors de nos frontières, début du processus d'annexion à la Russie des régions du Donbass. Les républiques de Donetsk et de Lugansk s'affirment et veulent se rattacher au pouvoir de Vladimir Poutine. Et en culture, le théâtre congolais, encore une fois en deuil, le décès du célèbre comédien le caporal Murumba, le dernier du trio d'Assoufa. L'homme a tiré sa révérence à Kinshasa. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Pour lui, la solution, c'est notamment la titrisation des terres, qui veut dire autrement la distinction des domaines de l'État de ceux de la communauté locale et le respect des droits des propriétaires terriens. L'ancien Premier ministre congolais Adolphe Mouzito, qui revient du Grand Bandundu, est revenu sur ses propositions de sortie de crise dans le conflit Teke-Yaka. On l'écoute. J'ai constaté des gens qui mouraient, des enfants qui mouraient, les parents qui étaient en déplacement, qui n'avaient pas à manger, les villages ayant été brûlés, et les populations n'allant plus aux travaux des champs. Il faut que le gouvernement intervienne très rapidement pour envoyer des kits alimentaires. Il faut que le gouvernement intervienne très rapidement pour aider le paysan à réhabiliter leurs bicoques, leurs maisons. Et pour ça, un petit kit pour leur permettre de 500, $2,000 leur permet de réhabiliter très rapidement leur logis, habiter et commencer à aller au champ, reprendre les activités normales. Il faut des solutions qu'on renforce la sécurité à partir de Kinshasa et de la province du Maïndomé, peut-être même du Koulou et du Kwango. Il faut aussi une solution judiciaire pour qu'on identifie les criminels, qu'ils soient soumis à la justice, sanctionnés pour donner l'exemple. Mais aussi sur le plan légal, je voudrais qu'on procède à la titrisation des terres en distinguant les terres de l'État des terres des communautés locales qui seront, elles, soumises à une loi spécifique qui permette que les droits des propriétaires terriens soient respectés, qu'on réglemente aussi la redevance proprement dite ancestrale qu'il faut formaliser soit par le gouvernement central, soit le pouvoir provincial. Il faut, grâce à la titrisation et à la distinction entre le pouvoir, plutôt les terres traditionnelles ou ancestrales ou les communautés locales et les terres de l'État, que dans les communautés locales, les terres soient soumises à un ordonnancement de type coutumier afin qu'il soit reconnu aux communautés locales de dire non à chaque fois que quelqu'un qui n'est pas de leur est investi, tu vois, une procédure qui n'obéit pas à leur ordonnancement. C'est-à-dire que les chefs coutumiers n'acceptent pas qu'il y ait des autorités coutumières qui échappent à leur lignage, mais j'insiste beaucoup sur le plan économique aussi, il faut qu'on réhabilite cette route, non pas seulement pour aider les populations à faire des mouvements économiques très rapidement parce qu'ils sont les greniers de Kinshasa. Et dans le Nord Kivu, les manifestations en faveur de la libération de Bunagana sous occupation des rebelles du M23 se poursuivent à Rutshuru. Pour ce jour, le mouvement organisé par les forces vives est rejoint par les déplacés de guerre qui vivent dans des écoles et des camps temporaires. Hier, la répression de la marche avait fait un mort et des blessés. Et affaire à interception par l'inspection générale des finances d'un marché irrégulier de l'électrification de la ville de Kinshasa estimé à 2,250 000 $ américains. Les fonds saisis au niveau de la Banque centrale du Congo ont été retournés au compte du Trésor public. Le ministre provincial des Finances Jean Goy a réagi dans une note et affirme qu'il s'agit d'un marché qui a suivi le processus légal. Rien d'irrégulier. Jean Goy précise par ailleurs que l'IGF exige tout simplement que la société Agamine se mette en ordre avec l'État avant tout paiement. Il n'y a pas d'interception. L'entreprise Agamine les passations des marchés étaient faites en bonne et due forme. Alors nous travaillons maintenant avec l'inspection générale des finances qui est venue justement nous accompagner dans le cadre des dépenses publiques. Parce que l'inspection générale des finances, c'est la gardienne de la loi des finances publiques. Alors aucun paiement ne peut s'effectuer sans les ravals. Nous avons soumis les dossiers. Alors là, entre la ville et l'entreprise Agamine, il n'y a pas de problème parce que tout est en ordre.
Le problème maintenant pour les gardiens de la loi des finances publiques, c'est de pousser l'entreprise Agamine de payer l'impôt de l'État. Alors ils sont dans le processus en train de travailler parce que l'entreprise a envoyé une facture, est en train de faire les calculs, le temps qu'ils trouvent le compromis sur le montant de l'impôt à payer. Les inspecteurs de finances n'ont pas voulu continuer à garder l'argent à la BCDC qui est une entreprise commerciale, une banque commerciale, qu'on envoie l'argent à la banque centrale en attendant l'issue du dossier pour que Agamine puisse récupérer son argent et la part de l'État puisse rentrer dans le trésor, dans le compte des trésors publics. Et dans l'actualité également, le RAPOICO a finalement rejoint l'APUKIN, le réseau des associations des professeurs des universités et instituts du Congo, a décidé d'amorcer un nouveau mouvement de grève sur l'ensemble du pays. Pourtant, l'organisation semblait marcher de concert avec le gouvernement congolais. Le RAPOICO dénonce l'indifférence et la légèreté dans le traitement des dossiers des professeurs de la RDC, notamment avec la question des distributions des véhicules pas encore achevé. Et la CENI a procédé au lancement du test des kits d'enrôlement des électeurs, une cérémonie qui s'est déroulée à Luozi au Congo central, précisément à l'Institut Vibidilia, en présence des autorités politico-administratives, et est une opération préliminaire et expérimentale qui a la nécessité de corriger les erreurs du passé. C'est en présence des autorités politico-administratives ainsi que de la population de Luozi que le go de l'opération du lancement des kits d'enrôlement des électeurs a été donné par les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, notamment Gérard Bissambou et Ilonga Tokole. Premier requérant à obtenir ce spécimen, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vouimba, a invité la population à l'enrôlement. Ça, le demain du Congo. Il faut déjà que vous venez nombreux pour vous faire enrôler. Parce que c'est inadmissible que Luozi puisse n'avoir qu'un seul député national avec plus de 10 secteurs. Donc mes frères et mes sœurs de Luozi, mes enfants, Mengwakazi, venez nombreux vous enrôler pour que Luozi puisse atteindre 2 à 3 députés nationaux. Après le lancement de l'opération vient la sensibilisation proprement dite. Première cible, c'est l'école primaire Kinzonzi, centre d'inscription retenu pour cette activité à Mbanzangungu. La fonctionnalité, ça signifie qu'on voit ici comment l'appareil répond aux différentes questions, aux différentes demandes qu'on lui fait, notamment par exemple les empreintes qui pourraient poser problème, l'utilisation, la prise de l'iris, mais aussi la saisie des données, mais aussi l'identification du requérant sur le formulaire. Un certain engouement a caractérisé cette activité auprès des résidents du territoire venus spontanément pour se soumettre à cet exercice d'identification. Et sur les questions des réformes électorales, une soixantaine d'organisations et plateformes de la société civile congolaise et des politiques ont validé les 52 propositions de réformes pertinentes pour confirmer le cadre juridique des élections en RDC aux normes et principes sous-régionaux et internationaux. Après avoir observé certaines irrégularités et de nombreuses allégations de fraude, ainsi que des contestations des résultats renseignés par la plupart des rapports de missions d'observation électorale de 2018, la société civile, au travers du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux, a adopté les mesures d'application de la loi électorale, a fait les constats selon laquelle que la réforme de tous les espoirs n'a pas répondu aux attentes et rien ne garantit que le cycle électoral actuel se passera différemment de précédents. Les principales missions d'observation électorale citoyenne qui avaient évalué les précédents processus, y compris des organisations de la société civile ayant réfléchi à la question, ont confronté et mutualisé leurs recommandations d'amélioration du cadre juridique des élections en République démocratique du Congo. Ce travail a été approfondi et enrichi lors des journées nationales de réflexion sur les réformes électorales dans le cadre du projet de renforcement de l'observation citoyenne au Congo, PROSEC en sigle. C'était
lors de la conférence de presse à l'occasion de la commémoration de 2 ans de journée nationale de réflexion sur les réformes électorales. Et en province à présent, plus de 118 maisons, dit 11 écoles, dont 7 du primaire, des centres de santé et églises emportés par le vent violent suite des pluies torrentielles qui se sont abattues à Dibaya dans le Kasaï central ces derniers 5 jours. La situation humanitaire est précaire. Plus de 1000 personnes passent des nuits à la Belle Étoile. Benjamin Moudiata et Ketia Kondé pour les détails. Des maisons, des écoles et des églises emportées à Dibaya, dans le Kasaï central, où la situation socio-humanitaire devient de plus en plus préoccupante. Depuis 5 jours, des pluies torrentielles ont causé des drames dans la vie de paisibles Kasaïens. Miranda Moulumba est journaliste d'une radio locale. La pluie qui s'est abattue pas plus tard de 3 jours a causé plusieurs dégâts, pourquoi pas plusieurs pertes en vies humaines. Et plusieurs maisons ont été emportées par le vent. Et au moment où je suis en train de vous parler, la population passe nuit à la Belle Étoile. Et donc la situation actuellement dans le territoire de Dibaya semble être aussi catastrophique. D'où l'intervention urgente du gouvernement de la République pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter des solutions urgentes pour épargner, n'est-ce pas, mettre à l'abri cette population qui est déjà victime, il ne faudra pas encore de plus en plus les victimiser. D'où donc notre cri que nous lançons, n'est-ce pas, vis-à-vis du gouvernement de la République, qui est l'émanation bien entendu de cette population, qui doit devoir voir dans quelle mesure on peut en toute urgence apporter des réponses si adéquates pour trouver des solutions de manière partielle par rapport à cette population qui souffrait et qui continue encore à souffrir. La population lance un appel à l'aide au gouvernement et aux organismes humanitaires pour une solution provisoire face à ces catastrophes naturelles. Et pour sa rentrée politique, le Front patriotique 2023 s'est lancé dans la campagne de vulgarisation des réalisations du chef de l'État avec le concept « Il a fait ». Son initiateur Steve Mbikai a devant la presse énuméré les actions du président de la République et reste déterminé à travailler pour donner un 2e mandat à Félix Tshisekedi. Les sociales, l'économie avec la mobilisation des recettes grâce à la patrouille financière de l'IGF, la sécurité, les infrastructures, la gratuité de l'enseignement, rien n'a été oublié par les leaders du Front patriotique 2023, Steve Mbikai. Avec les concepts « Il a fait », l'élu national a énuméré en détail les réalisations du président de la République depuis son arrivée à la tête du pays. D'autres diront, parce que vous n'êtes pas aux affaires, pourquoi vous devez défendre le bilan? Mais c'est parce que ce bilan va jouer sur notre objectif des élections 2023 et que 4 ans plus tard, maintenant on va commencer un virage décisif vers les élections. Alors on s'est dit, nous devons éclairer l'opinion sur ce qui était réalisé pour qu'on ne parte pas la route par rapport en 2023. Alors, le Front patriotique 2023 affirme haut et fort que l'homme a fait. Oui, il a fait. Effectivement, il a fait. Il faut être soit aveugle, soit de mauvaise foi pour dire qu'il n'a pas fait. En outre, il note que les services nationaux travaillent pour discipliner, former et réinsérer les délinquants et Koulouna. Il explique que l'effectif de Koulouna est à près de 6 000 à Kanyama-KCC et pour éviter de dépendre uniquement des Kanyama-KCC, les autorités qui gèrent ces services ont décidé de créer désormais des centres agricoles dans plusieurs provinces. Aussi, l'initiateur du FP 2023 a appelé la population congolaise à faire confiance à Félix Tshisekedi qui a la volonté de travailler pour un changement positif. Et dans l'actualité panafricaine en Ouganda, la maladie à virus Ebola se répand au jour le jour. Le pays compte actuellement 8 morts, une confirmation faite jeudi par un responsable du ministère de la Santé. Les autorités de ce pays d'Afrique de l'Est ont annoncé l'éclosion d'Ebola mardi après le décès d'un jeune à Mubende dans la région centrale. L'Ouganda et l'Organisation mondiale de la santé s'organisent pour lutter contre la nouvelle souche de ce virus. Pour l'instant, aucun vaccin n'existe contre la source de la maladie, mais les autorités ougandaises ont mis en place la réactivité de détecter et traiter au plus tôt les cas suspects pour limiter la propagation.
Les référendums sur l'annexion de 4 régions d'Ukraine par la Russie ont commencé ce vendredi 23 septembre et devraient voir le oui l'emporter. Les conséquences du vote fait craindre en Occident le début d'une nouvelle phase de violence. Le référendum d'annexion par la Russie ont débuté ce vendredi 23 septembre 2022 dans 4 régions d'Ukraine, dont les Donetsk et les Luhansk, des régions séparatistes pro-russes, mais aussi Zaporizhia et Kherson. Les votes doivent débuter 4 jours jusqu'au 27 septembre. Les oui devraient l'emporter et la Russie a déjà annoncé qu'elle reconnaîtra les résultats du scrutin et annexera les 4 régions ukrainiennes. Ce scrutin annoncé au début de la semaine est organisé à la hâte, ont été vivement dénoncés par le gouvernement ukrainien et ses soutiens occidentaux qui accusent Moscou de faire main basse sur des pans entiers des territoires, à l'image de la péninsule de Crimée en 2014. Si les résultats de ces référendums ne font aucun doute, ils annoncent en tout cas une escalade du conflit, Moscou allant jusqu'à agiter la menace des frappes nucléaires pour défendre ce qu'elle considère comme son territoire. Même si l'annexion de ces 4 zones n'est pas reconnue par la communauté internationale, elle marquera un tournant dans l'offensive que mène la Russie en Ukraine depuis le 24 février. La Russie pourrait mobiliser des hommes dans ces 4 régions pour renflouer ses troupes et pourrait justifier la nouvelle attaque par l'affrontement et les attaques ukrainiennes lancées dans les régions de Donbass qui deviennent russes. En sport à présent, les Léopards seniors de la RDC vont jouer en amical ce vendredi les étalons du Burkina Faso dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN 2024. Ce match test entre Léopards et étalons se jouera sous le coup de 17h, heure de Kinshasa. Hier, les Léopards U23 ont fait match nul de 0-0 face à l'Éthiopie. Ils devront chercher la qualification à Kinshasa lors de la manche retour le 27 septembre. Le staff technique compte y travailler à fond. Je vous propose d'écouter la réaction de Papi Kimoto, sélectionneur adjoint, après le match contre l'Éthiopie. Je suis très content. On a respecté notre plan de jeu, notre plan qu'on a mis en place. Malgré on n'a pas eu beaucoup de temps de travail, mais les jeunes gens, ils ont très bien joué le jeu. Ils ont respecté les consignes. Avec un peu de chance, on aurait pu gagner ce match. Donc, c'est pas grave, c'est le football. Et j'espère qu'on va finir le jeu à Kinshasa. Avec la détermination, de la même manière qu'on a abordé aujourd'hui, avec beaucoup de détermination, de concentration et de combativité. Et je pense à Kinshasa, ça va être encore beaucoup plus meilleur qu'ici. Vous savez, ici, on a joué en altitude. On a demandé de venir ici 4 à 5 jours pour s'habituer à l'altitude, parce qu'ici, on est à plus de 2000 mètres d'altitude par rapport à chez nous. Donc, tout ça a joué même. On a quand même fait des entraînements pour essayer de compenser ça. Ça a tenu et on est content. Et tout le monde est content, mais c'est pas encore fini. Et ça nous reste encore un match à jouer à Kinshasa le mardi prochain, si je ne me trompe pas. Il faut être concentré parce que c'est une très bonne équipe d'Éthiopie. Et ils ont beaucoup d'automatisme que nous. Et voilà, et il faut rester prudent et pas d'euphorie. Et rien n'est encore fait. Mais nous, on veut la qualification. On va tout faire chez nous pour arracher la qualification. Et la Fédération congolaise de football association a instruit depuis hier la commission de gestion de la Linafoot de lancer incessamment le championnat national. C'était à l'issue de la réunion tripartite FECOFA Linafoot plutôt ADFCO. Cette réunion tripartite avait pour objectif de clarifier les vues et aplanir le terrain de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Malheureusement, les signes avant-coureurs ne présagent pas un bon climat. Nous allons chercher notre raison. Si il arrivait, je dis bien, je pèse mes mots, que quand Sombo ne retrouve pas sa place, nous allons poursuivre la Linafoot. S'il sera à mesure même de nous retourner nos dépenses. Au cours de cet échange, le président ad intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga, a instruit la commission de gestion de la Linafoot de prendre toutes les dispositions pour le démarrage des championnats de la Ligue 1 et Ligue 2, nonobstant le mécontentement de certains clubs de province. Il a été retenu le format initial de tout le temps, 20 clubs au niveau de la Ligue 1 et puis la Ligue 2, le même format également. Mais il faudrait retenir que pour la question qui semblait diviser, je ne sais pas qui, certains de nos collègues, donc on a maintenu la montée d'un club
de la zone ouest qui a fini son championnat en aller et retour. Et puis on a descendu le dernier de la Ligue 1 pour laisser la place. Fierté avec laquelle l'actuel comité de gestion de la FECOFA gère des sujets sensibles, ce qui ternit l'image du football congolais. Et le monde culturel, une fois de plus, endeuillé. Hier jeudi, dans la soirée, s'est éteint l'artiste comédien Joseph Nsitan Tombé, alias Caporal Murumba, dernier survivant du célèbre trio d'Assoufa. Le coéquipier du commandant Danga et Daboula Ngando a tiré sa révérence à l'hôpital du camp Kokolo des suites d'une maladie à l'âge de 63 ans. Il était vers les années 80 l'une des grandes vedettes de la comédie musicale sur les antennes de l'actuel RTNC, office zaïrois de radio-télédiffusion aux RT époque. Aux côtés du commandant Danga et d'Aboula Ngando, ces deux coéquipiers qui l'ont précédé quelques années bien avant dans l'au-delà, Joseph Nsitan Ndombe s'était révélé dans le rôle d'un gendarme extravagant du nom de Caporal Murumba. Avec ses tics attrayants, sans cassure, soutenu par une musique sans fausse note, ce comédien autodidacte avait comme ses collègues bâti sa réputation grâce à sa prestance irrévocable sur scène. À eux trois, ils avaient conquis les cœurs des téléspectateurs avec des sketchs créés à partir des scénarios, des thèmes et des improvisations puisées dans la vie courante auxquels ils y ont inclus la comédie et la bouffonnerie. Seul rescapé de la tournée du trio d'Assoufa en Afrique de l'Ouest, Caporal Murumba, qui avait élu domicile à Abidjan en Côte d'Ivoire, avait sollicité en 2020 son rapatriement au pays. Affaibli par la maladie, Caporal Murumba regagnait Kinshasa grâce à l'implication de quelques bienfaiteurs. Les promesses d'une habitation et de sa prise en charge sanitaire énoncées dans le corps de plusieurs discours officiels n'ont pas été tenues jusqu'au dernier jour de sa vie. Dans son isolement, l'artiste appelait au soutien en prévision de son comeback scénique 27 ans après, depuis son départ de la capitale congolaise. C'est à l'hôpital de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo de Kinshasa que l'une des icônes du trio mythique de la comédie chantée a tiré sa révérence à l'âge de 63 ans en léguant des œuvres telles que la danse Caneton, ancrée dans la mémoire collective des amoureux de l'art dramatique, assaisonnée à des séquences cadencées en ballant. Le rappel des titres à présent. Conflit Tekeyaka. Au terme de son séjour à Kwamouth, Adolphe Mouzito est revenu sur ses propositions de sortie de crise lors d'une conférence de presse. L'ancien Premier ministre a proposé la titrisation des terres. Et dans le monde, début du processus d'annexion à la Russie des régions du Donbass. Les républiques de Donetsk et de Lugansk affirment et s'affirment et veulent notamment se rattacher au pouvoir de Vladimir Poutine. Et en culture, le théâtre congolais, encore une fois en deuil, le décès du célèbre comédien le Caporal Murumba, le dernier du trio d'Assoufa. L'homme a tiré sa révérence à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Restez avec nous pour la revue de presse. Et grâce Salambo à la revue de presse de ce vendredi. Grâce Salambo me rejoint déjà. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan. À la une de votre revue de presse, la tripartite RDC France-Rwanda à New York fait la une des journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Tout à fait Gaëtan, et à ce sujet, le journal L'Avenir renseigne qu'en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, la France tente de calmer la tension entre Kinshasa et Kigali au regard des preuves irréfutables présentées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, des preuves qui accablent le Rwanda d'avoir agressé la RDC. L'Avenir explique que les trois chefs d'État, notamment
Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Emmanuel Macron ont, à l'issue de leur échange, réitéré leurs préoccupations face à la recrudescence de violence dans l'est de la RDC et se sont engagés à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace portée par les groupes armés terroristes dans la région. Abordant le même sujet, Gaëtan, le journal, pour sa part, note que le président français essaye de faire avancer un processus de désescalade qui peine à décoller en dépit de l'implication de l'Union africaine et de l'EAC. Dans le même registre, Congo Nouveau s'interroge, Kagame tire profit de la déstabilisation de la RDC du point de vue économique et stratégique. Mérite-t-il une nouvelle confiance de Congolais dans un processus de paix? Pour ce journal, ce n'est pas la première fois que le dictateur rwandais joue aux pyromanes et aux pompiers sous Kabila. Plusieurs fois, l'homme fort de Kigali a alimenté des rébellions avant de s'ouvrir à une réconciliation jamais sincère. Econews titre sur les non-dits de la tripartite Tshisekedi, Macron, Kagame vient également avec une interrogation sur l'intérêt de la France à offrir ses bons offices pour des discussions entre la RDC et son voisin le Rwanda, bien que justifié par la présidence française du Conseil de sécurité. Il n'en reste pas moins qu'Emmanuel Macron reste dans la lignée prônée par Nicolas Sarkozy jadis, à savoir que la paix dans la région de Grand Lac ne pouvait résulter que du partage des immenses ressources de la RDC avec ses voisins moins pourvus dans le Rwanda. Sarkozy l'a promis et donc Macron le réalise. Conclut Econews et le journal Forum des As s'interroge aussi. Devrait-on retenir que l'après-discours fait de retrouvailles entre ex-frères autour notamment du président français Emmanuel Macron? Que penser de photos sur lesquelles on ne retrouve plus la trace de la gravité du ton utilisé contre l'agresseur rwandais? La question reste posée, Gaëtan. Et en dehors de nos frontières, France 24 titres, dialogue national au Tchad, des débats qui durent et une élection qui s'éloigne. Oui, Gaëtan, lancé le 20 août dernier après de nombreux mois de retard, le dialogue national inclusif et souverain au Tchad, censé permettre de réformer les institutions et de mettre en place une nouvelle constitution, peine à convaincre. Les élections libres et les démocratiques initialement prévues avant octobre 2022 sont désormais un lointain présage. France 24 martèle que ce dialogue, qui était présenté comme une étape incontournable pour reformer le pays avant la tenue des élections promis par Idriss Déby Itno après la mort de son père et sa prise de pouvoir en avril 2021, devrait rendre ses conclusions le 30 septembre prochain. Mais malgré des laborieuses négociations préparatoires, cette grande messe demeure boycottée par 2 de 3 mouvements rebelles les plus puissants ainsi que par la principale coalition d'opposition du pays. En croire France 24, plusieurs observateurs craignent que ces pourparlers accouchent d'une souris. Merci, grâce Salamo, pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce vendredi. Merci Gaëtan, c'était un plaisir. Merci. Fin ce journal, merci à vous tous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.